Je suis aujourd'hui à Saint-Pathu, où j'ai rendez-vous avec un candidat tête de liste aux prochaines élections municipales. C'est Christophe Delporte-Fontaine. Liste, il va se présenter donc contre la liste sortante, le maire sortant, Benoît Dantec, qui avait été élu lors d'élections anticipées, pendant lesquelles l'ancien maire Jean-Benoît Pinturier avait perdu. Christophe Delporte-Fontaine mise beaucoup sur la jeunesse et sur toute la population dont il est proche. C'est comme ça qu'il se dépeint. Vous êtes bien sur Mac Journal. Vous penserez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Christophe Delporte-Fontaine. Aujourd'hui, on est à Saint-Pathu. Vous allez nous expliquer votre programme, vos prévisions pour Saint-Pathu, puisque vous vous présentez aux élections municipales qui auront lieu en 2026. Donc là, on est en plein dans la campagne. Oui, qui a commencé déjà depuis quelques temps. On s'est surtout lancé en campagne plus officiellement à partir du mois de septembre. Et depuis, on va dire, la déliquescence politique locale, les exactions de l'équipe actuelle. De mon point de vue, ça aurait été une politique menée avec une certaine cohérence, avec un certain respect de leurs engagements, avec quelques éléments liés à ce que pour nous on considère être l'importance de la politique locale. Dans ce cas, effectivement, on aurait rejoint cette majorité en place. Aujourd'hui, force est de constater que c'est l'inverse qui se passe, pour différentes raisons. C'est quoi l'inverse ? Eh bien, le non-respect de leur engagement, le non-respect d'un ensemble de valeurs. L'inverse de ce qu'ils avaient annoncé. De ce qu'ils avaient annoncé, oui, non, pas seulement, mais c'est surtout en termes de valeurs. Et puis en termes de choses qui font référence un petit peu, en tout cas qui nous inquiètent au maire précédent, dont la population n'a pas voulu reconduire son mandat. Oui, puisque donc il y a eu des élections anticipées. Différentes raisons. Ouais. Voilà, et il a été battu. Donc on parle de Jean-Benoît Pinturier. Il a été battu par le maire actuel Benoît Dantec. Par exemple, l'absence de devis légaux sur des choix d'orientation de projet. Alors ça, c'était précédemment à la municipalité précédente ou actuellement ? L'actuelle qui a été dénoncée par l'élu aux finances. En disant voilà, sur le sujet du cinéma notamment, il n'y a pas eu 3 devis qu'il aurait fallu avoir pour lancer un tel projet. Le manque de dialogue et de discussion au sein même de l'équipe, avec des gens plus ou moins bien traités, on va dire. Le manque de respect envers une partie des associations. Donc ça, vous le savez parce que vous êtes déjà élu. Oui, étant élu d'opposition sur la commune, bien entendu. Je ne m'aventure pas dans ce projet par hasard en me levant le matin en me disant tiens, si j'étais maire, je me présente parce que j'ai aussi une expérience. J'étais élu pendant quelques années sur une ville de 40 000 habitants. Là, j'étais en charge du développement économique. C'était où ? Sur une commune qui était Noisy-le-Sec. Et ensuite, j'ai aussi siégé à une agglomération de 400 000 habitants qui était Est Ensemble et présidé un temps un groupe d'opposition sur cet agglo. Est Ensemble. Est Ensemble, qui regroupe à peu près qui regroupe une dizaine de communes et dont Noisy-le-Sec. C'était dans le même cadre. Oui, et qui sur un périmètre de 400 000 habitants. Et n'oublions pas que c'est une équipe qui a été élue par défaut. Avant tout par un fort rejet, et en même temps... Par un fort rejet de Jean-Benoît Pinturier. Pinturier, oui. Et en même temps, qui globalement défendait des intérêts personnels. Il était plus ou moins, pour certains en tout cas, dans des associations de défense de riverains sur un sujet qui les concernait. Donc ça questionne énormément sur l'engagement du départ. Est-ce que je m'engage vraiment pour un projet ? Est-ce qu'il y a derrière une ambition noble, ou bien est-ce que c'est un intérêt personnel? Sur le plan professionnel, je travaille dans un service de recherche en capillaire. Parmi mes hobbies, je fais de la musique, je compose.
Je participe aussi à des ateliers de philo. Je pratique aussi beaucoup de sport et juste avant mon accident, Mon accident, on ne sait pas, c'est quoi? Vous avez un accident en vélo avec 5 fractures de côte, un pneumothorax et lésions rein-rate, donc ce qui m'a mis quelques temps. Pour quelques mois, là. Quelques mois sur la touche. Et puis là, j'essaie de reprendre le rythme, ça c'est beaucoup plus dur, mais j'allais au travail, c'était sur Paris en vélo, je faisais aller-retour, aller en vélo et retour, un mix train-vélo. Donc voilà, j'avais un peu ce rythme-là. J'ai pratiqué aussi les arts martiaux. Alors je vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais à travers les arts martiaux, c'est avant tout un enseignement sur soi. C'est avant tout un apprentissage de vie. C'est en cela que c'est important. Le reste, c'est une philosophie. C'est une philosophie qui amène à la sagesse et qui amène à tout, sauf à se battre. Normalement. Ou avec d'autres armes, dans ce cas-là, qui est le langage. Hein, c'est aussi ce qui a posé et que la Grèce antique soit sortie du tragique par le dialogue justement et la philosophie. Marié, 6 enfants. Ça fait combien de temps que vous habitez à Saint-Patu? Ça fait 3 ans. Alors pourquoi je me suis engagé sur Saint-Patu après être arrivé depuis aussi peu. Alors j'avais déjà un parcours politique. Bah oui, puisque vous étiez à Noisy-le-Sec. Après l'ensemble de ce qui a évolué au sein de l'équipe ne me convenait plus, donc je suis parti. J'ai fait autre chose. J'ai travaillé avec une association qui s'appelle Ars Industrialis. Qu'est-ce que vous voulez faire pour Saint-Patu, hormis le fait d'être élu? Je veux faire une ville qui soit une ville dynamique, préparée aux enjeux des années à venir. Qui d'après vos constatations et vos analyses, risque d'être pas facile. Les enjeux sont effectivement sociologiques et écologiques, et bien entendu économiques. Mais l'économie n'est que le nerf, et le nerf de la guerre, mais en même temps n'est que le moyen pour parvenir. Je pense qu'on a aujourd'hui trop misé dans un dieu économie avec une seule idée de l'économie, et tout ce qui n'est pas conforme à cette religion de l'économie est mis de côté, et c'est très dangereux parce que c'est une dictature de la pensée et ça nous amène aujourd'hui au clash. Donc l'économie certes, mais avant tout le projet politique. Et cette ville dynamique pour que ce soit un lieu de vie. Les Patusiens, quel est leur intérêt de voter pour vous? Alors, les intérêts de voter pour moi, ils sont multiples. Ils sont multiples et c'est un sujet. Le problème, c'est qu'on peut pas l'aborder en 3 mots ou en trois projets. Aujourd'hui, quels sont les enjeux importants des familles? C'est d'avoir des lieux de vie paisibles et calmes. Il y a une question sur l'urbanisme, une vraie question sur l'urbanisme. Comment on travaille cette question sur l'urbanisme? Comment on travaille sur un territoire qui a été identifié dans le cadre du Grand Paris comme un territoire à densifier? Comment on évite de faire venir une population que la population de Saint-Patus rejette? C'est-à-dire une population qui a été identifiée comme une population sociale. Et qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce que dans le logement social, c'est la peur d'une horde qui viendrait de je ne sais quel département, qui viendrait envahir le secteur et qui donne la part belle à des gens qui prônent une politique très radicale sur ces sujets? Ou est-ce que le logement social, c'est pour un couple qui se sépare et que les gens puissent être proches les uns des autres? Est-ce que le logement social, c'est pour nos enfants qui font leurs études, qui grandissent et qui ont besoin peut-être d'indépendance? Et est-ce que le logement social, ça peut être pour des personnes âgées qui veulent rester sur leur commune, qui ont peu les moyens d'entretenir leur maison et qui ont besoin de logements décents, mais qui veulent rester sur leur commune où ils ont passé la plupart de leur vie? Quand je me suis installé sur cette commune, il y a 2 vecteurs pour lesquels je me suis installé. 3. Mon épouse, toujours la femme qui décide. Mais il lui fallait des routes droites, elle reprenait la conduite et pour se rendre à son travail, donc c'était plus rassurant pour elle que d'avoir des routes un peu sinueuses si on était parti dans le 60. Et lorsqu'on est venu visiter des maisons sur Saint-Patus, j'ai vu 2 choses. La première, c'est l'équipement culturel. J'ai trouvé que pour une commune de cette population, il y avait un équipement culturel exceptionnel et je me suis dit, chouette, il doit y avoir une dynamique culturelle. Après, j'ai un peu déchanté, il y a quand même une amorce de dynamique culturelle et aujourd'hui, ça s'est complètement dégradé. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, vous voulez dire avec la nouvelle municipalité, enfin, l'actuelle municipalité. Quand on confond la culture, les missions ou les enjeux de politique d'une commune sur le sens de la politéia, de la vie de la cité, avec le marché, et qu'on veut faire du business avec du cinéma, on ne fait pas de la culture.
On a fait un choix que je ne partage pas et que les Pathusiens ne partagent pas, parce que beaucoup d'associations se sont retrouvées à devoir faire encore là c'est les élections, donc il y a une temporisation qui s'est faite. Mais au départ, les annonces étaient plus d'associations, il faut laisser la place au cinéma, et les associations feront leur fête au gymnase. Très bien. Alors qu'on a un superbe équipement payé par les Pathusiens et qui ne profite pas aux Pathusiens. Donc une bonne partie des gens, on imagine que le peu aujourd'hui de visiteurs du cinéma, mais ceux qui étaient annoncés venaient des communes avoisinantes, donc c'était complètement scandaleux. Les Pathusiens payent leur investissement avec leurs impôts, les communes avoisinantes profitent du cinéma, et les associations se retrouvent au gymnase. Donc vous feriez pas ça? Et donc les associations, notamment artistiques, et toute présentation qu'il y a à faire, doivent réintégrer l'équipement. Il y a plein de choses à trouver. Il y a des surfaces. Il y a des on y viendra peut-être sur le monde des associations, mais donc voilà, il y avait ce monde culturel. Et puis il y a le monde associatif. Et j'ai trouvé qu'il y a un monde associatif qui était extrêmement dynamique sur la commune, qui n'était pas bien traité pendant la période Peinturier, et qui est encore plus maltraité pendant ce mandat-ci. Donc ce sont les éléments, moi, qui m'ont fait arriver au départ sur la commune, me dire tiens oui, là ça m'intéresse. Et ça va complètement en lien avec les piliers de la politique que je veux développer pour la ville. Donc il y a la question de l'urbanisme, on a parlé, il y a la question... Alors la question de l'urbanisme, vous l'avez soulevé comme un problème. Qu'est-ce qu'on fait de l'urbanisme? Comme une question. Qu'est-ce qu'on fait de l'urbanisme? Qu'est-ce que vous faites avec l'urbanisme? Alors, tout est lié. Il faut qu'on ait des injonctions à un moment donné, ou des obligations. Et si c'est pas encore aujourd'hui, ça risque de venir, de construire en verticalité, parce qu'on ne peut pas étendre le territoire. On a besoin de développer la commune, ou que la commune est référencée comme une commune à développer, et dont des acteurs, des promoteurs peuvent, dans le cadre légal, investir des terrains, acheter des terrains, et construire des maisons ou des immeubles qu'il faudra régler par la hauteur, qu'il faudra régler par un ensemble de règles de l'urbanisation, dont un élément sur lequel je vais m'appuyer, et je souris en disant ça parce que ça fait hurler mes collègues à chaque fois que j'en parle, qui est la charte du Verstollen, qui par exemple est une charte qu'il faut aller voir, qui est pendant 5 ans le CHU de Paris. La charte du Verstollen. Oui, le CHU de Paris avec l'école des arts et métiers, on travaillait pendant 5 ans, plus d'une 50aine d'intervenants sur le soin à la société, à apporter. Qu'est-ce qui fait soin? Et dans ce soin-là, c'est pas seulement le soin médical, c'est le soin pour se sentir bien, pour l'univers sociologique de la société, pour se sentir bien. Il est sorti des grandes règles. Dans cette grande règle, donc il est sorti une charte, et dont le droit, par exemple, à l'horizon. Si on impose le droit à l'horizon, on reconsidère complètement son urbanisation. C'est-à-dire qu'on peut plus construire un immeuble en face de l'autre. Et de la façon dont on va faire les interactions entre les bâtiments, ça oblige à une réflexion d'avoir ce droit à l'horizon. Il est à la fois sur le plan humain et sociologique un besoin, et en même temps sur le plan biologique. C'est-à-dire que si on porte de plus en plus de lunettes aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de myopie, c'est parce que l'œil s'exerce de moins en moins. Donc voilà, tout un ensemble comme ça d'interactions. Il y a différentes choses sur cette charte et je ne vais pas m'étendre dessus. Le téléphone, les écrans font partie, bien entendu, mais pas que. Et puis dans l'objet de sécurité inconscient, pendant que je vous parle, je suis inconsciemment en train de balayer la pièce, le jardin, etc. Et le moindre mouvement va capter mon attention. Pourquoi? Parce que ce sont mes instincts primaires à l'état animal qu'on évite d'être, et qui vont faire que... Vous êtes un homme, normalement vous avez une vision en tunnel, alors que les femmes, c'est plus périphérique. Donc... Peut-être, mais pas pour les mêmes raisons. Non, mais bien sûr. On doit asseoir une certaine sécurité. Un mouvement, c'est une hostilité, donc on doit pouvoir y faire face. Ça, c'est notre inconscient qui fonctionne. Ben oui. Et donc, le besoin de voir l'horizon est aussi important sur le besoin de sécurité. Il y a tout un ensemble de choses. Il faudrait mettre en corrélation. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Vous souhaiteriez que les Pathusiens puissent avoir accès à ce genre d'avantages? Bien entendu, et que ce soit inscrit dans le PLU. D'accord. Donc, ça veut dire moins de construction en verticalité? Et pas n'importe comment. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on a une ville suffisamment attractive, on a su rendre attractive, pour différentes raisons, dont deux, trois grands socles, la culture, le centre culturel qui attire un certain type de population, le monde associatif, l'aspect sécurité d'une commune et le développement économique. Et bien entendu,
L'élément dont tout le monde a besoin aussi, c'est l'élément scolaire. Une partie nous appartient, une partie nous échappe. Si on sait rendre ces piliers-là attractifs, on va automatiquement donner envie aux gens de venir s'installer sur notre commune plutôt que sur une autre. Si on arrive à être suffisamment attractif, il y aura plusieurs éléments positifs. Premier élément positif, c'est-à-dire que les gens qui vont s'installer auront un peu plus de moyens. Donc il y aura automatiquement une augmentation de la valeur foncière pour les propriétaires sur la commune et donc un retour. Mais ça va devenir un petit peu plus cher aussi à l'achat. Ça viendra un petit peu plus cher, mais ça veut dire aussi un peu plus de ressources financières pour la commune, un peu plus de gens qui paient de l'impôt. Ça veut dire aussi un peu plus de gens qui peuvent dépenser dans les commerces locaux. Ça veut dire aussi un peu plus de gens qui peuvent s'investir dans le monde associatif ou financer le monde associatif. Donc il y a toute une dynamique qui se fait derrière. Et donc ça veut dire aussi, à partir du moment où il y a cette dynamique, ça veut dire aussi une ville un peu plus en sécurité. Donc ça c'est l'élément important. Et ça peut être qu'une dynamique qui peut être vecteur d'un ensemble d'avantages pour la population. Déjà, là, une vraie question à se poser sur l'urbanisation. Quelles sont les obligations réglementaires? Jusqu'à quand on peut jouer la montre avec les promoteurs qui sont déjà installés et qui, eux, ont un PLU en place réglementaire, qu'ont pour l'instant une mairie qu'on peut questionner sur ces sujets-là, qui bloque, mais jusqu'à quand? Et parce qu'à partir du moment où on fait des rapports de force, le jour où les gens attaquent un PLU au tribunal et qui seront validés sur leur construction, ils ne discuteront plus. Et on n'aura pas les aménagements qu'on veut, ils les feront dans le cadre du PLU, mais ils ne les feront pas comme on peut encore discuter. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. C'est le côté irréversible aujourd'hui. Voilà. Donc il faut accompagner toutes ces politiques-là, et il faut aller à la rencontre, avoir une vraie politique très claire, très rassurante, avec les obligations aussi, parce qu'il y aura des obligations légales, et donc et respecter les obligations légales. Il faut faire, sinon elles seront imposées, et là on perdra encore la main sur ces sujets. Donc tout ça doit être, et ça doit être partagé avec la population. Alors il y a eu le lancement d'une révision du PLU. Il y a actuellement eu une société qui a été choisie. Je ne sais pas laquelle, parce que je fais partie de la commission, ce qui n'est pas une commission d'ailleurs, qui est hélas, qui est un groupe d'urbanisme. J'ai donné quelques grandes lignes. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. On va voir ce que ça donne. On verra le rapport de ce cabinet d'études qui commence à plancher sur le sujet. Et puis, on verra au fur et à mesure. En tout cas, il y aura une enquête publique. Il va falloir que cette enquête publique, et moi ce sera un des piliers de nos discussions et de ma politique, ce sera le débat participatif. Et là, il faut inclure vraiment, pas seulement solliciter la population en disant on fait 1 ou 2 débats où il y a 20 personnes qui se déplacent, ou 30, peut-être il y en aura 50, ce qui serait bien. On a fait un débat là-dessus, j'ai fait une réunion publique, une réunion publique sur l'urbanisme, où j'ai posé à quelques jalons, comme ça, quelques questions. Il y avait pas mal de monde, c'est pas énormément, je crois qu'il y avait une trentaine de personnes, sur 7000, il y a 7000 habitants à Saint-Patu. Ce qui est pas mauvais, hein. En réalité, ça paraît pas beaucoup, mais ce qui est pas mauvais. Sur ce genre de réunion comme ça, fait rapidement. Donc du coup, vous les envisageriez comment, ces réunions? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on voit la difficulté des gens à se déplacer pour différentes raisons. Il y a une commune qui est la commune de Lens-en-Goël, qui depuis plus de 10 ans maintenant a créé ses débats participatifs à travers des applications. Sur téléphone. Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réunion physique? Alors, dans un premier temps, les gens peuvent lancer un débat sur un sujet. Ça peut être un sujet de quartier, ça peut être un sujet sur la commune. Et à partir du moment où ce sujet questionne et qu'il y a un certain volume de personnes qui commencent à contribuer, il est prévu dans ce cas des réunions publiques. Sur ces réunions publiques, ou des réunions de quartier, ça peut être concerné qu'un secteur, qu'un quartier, ça peut concerner un secteur plus important. Sur cette réunion publique, ou de quartier ou de secteur, il est proposé aux gens de travailler, ils rendent un vrai rapport sur le sujet, et à partir de ce moment-là, soit c'est un rapport suffisamment intéressant et partagé par la majorité, ça fait objet d'un vote en délibération s'il y a cette nécessité-là, et s'il n'y a pas une nécessité de délibérer, il y a en tout cas une application qui est faite. Et donc on est vraiment dans l'interaction du débat participatif avec la commune et avec les habitants de ce qui les concerne aussi directement. Parce que
avec plein de bonnes intentions, dans son bureau, avec toute la connaissance qu'on peut avoir et des sujets que je travaille, j'en ai survolé quelques-uns, je pourrais vous en développer plein, on peut avoir plein de bonnes idées, mais parfois l'application sur le terrain est complètement différente, parfois la problématique des gens est complètement différente, et donc il n'y a que dans ce rapport-là qu'on peut construire quelque chose ensemble. Et la ville doit appartenir aux citoyens, non pas à quelques élus qui décident de leur pouvoir de patron sur une commune. En même temps, ils sont élus, les gens ils votent pour eux, c'est aussi pour ça qu'ils sont élus, c'est parce que on est censé leur faire confiance pour diriger la commune. Oui, oui, sauf que il y a des postures. Il y a des postures à voir, il y a des postures où à un moment donné, l'arbitrage, la décision revient effectivement à l'équipe majoritaire ou à la majorité. La décision revient éventuellement à l'arbitrage au maire. Et là, c'est aussi sa décision, c'est son engagement, c'est sa responsabilité. Il s'agit pas et force au maire aussi, à l'équipe en place, de convaincre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des vraies fausses bonnes idées qui remontent du terrain aussi, et à nous dans ce cas de convaincre la population sur les enjeux importants, d'expliquer pourquoi oui ou pourquoi non. J'ai connu des communes où il y a des maires courageux qui ont pris des décisions qui n'étaient pas à l'instant T dans la vox populi, mais qui au final étaient dans l'intérêt général de la commune. Et sur le moment, les maires se sont mis en danger, mais le temps soit leur a démontré qu'ils ont eu raison. C'est souvent le cas sur des enjeux comme ça courageux, ou bien ils ont fait une grosse erreur, ils ont été balayés aux élections suivantes, mais en tout cas ils ont au moins l'intérêt de rester en phase avec leurs convictions. Vous pensez que les maires ou les équipes peuvent être balayées, comme vous venez de le dire, sur une erreur, une grosse erreur? Je parle pas de détournement ou de problèmes financiers, je parle d'erreurs d'orientation. Tout ne peut se faire que dans la légalité. Je ne fais pas partie des gens qui disent il y a la loi et la vie, et donc je fais comme je veux, comme certains maires l'ont cité en conseil municipal. Oui, bien sûr, mais là je parlais surtout des électeurs. Et donc des électeurs, de quel œil ils voient ça, une erreur, l'erreur d'un maire qui va construire un peu trop à leur goût, même si c'est dans la légalité. L'erreur d'un maire, ça peut être n'importe quoi, qui met un centre commercial à un endroit plutôt qu'à un autre. Ça, c'est vu par les électeurs. C'est une erreur si on n'a pas pris en considération l'avis de la population, et si on n'a pas su convaincre. C'est une erreur si on n'a pas su s'entourer des bonnes analyses. Parce que faire un centre commercial comme ça, se lever un matin en disant tiens, là ça va être mon cœur de ville, ça se crée pas artificiellement. Moi j'ai observé sur une même rue, et notamment sur nos lycées, que c'était une rue à une époque où il y avait beaucoup de commerçants, jusqu'à une centaine, et vous aviez sur la même avenue, qui faisait presque 1 kilomètre, vous aviez une partie du trottoir où les gens marchaient côté numéro pair, et puis d'un seul coup on marche numéro impair, et puis on revient de l'autre côté, et donc il y a des secteurs qui étaient très fréquentés par les piétons d'un côté à l'autre, et des activités qui marchaient plus ou moins bien de ce fait. Et c'était très étonnant. Parce qu'ils étaient obligés de traverser parce que finalement il y avait des flux de circulation des piétons qui se faisaient naturellement, et donc on ne crée pas artificiellement. Si on crée artificiellement, il faut beaucoup de communication, il faut avoir des locomotives importantes, il faut voir comment on a pu créer cet engouement, cet impact, et quels sont les besoins de la population. Est-ce qu'on est sur une population de gens finalement qui ont un esprit village? Est-ce qu'on est sur une population de gens qui ne sont que des consommateurs de grande distribution? Est-ce qu'on est, tous ces paramètres-là sont analysés avant de se lancer dans de tels projets. Alors, ce qui est sûr, c'est que à Saint-Pathu, c'est pas une grande ville. Il y a pas mal d'habitants, 7000, ça commence à chiffrer un petit peu, mais c'est quand même pas une grande ville. Et il faut se rappeler que pendant plusieurs années, les habitants ont souffert du manque de commerce, de commerce d'alimentation. Oui. Il n'y avait rien du tout. Oui. À tel point qu'il fallait organiser des navettes pour les gens qui n'avaient pas de moyens de locomotion, pour aller faire ses courses au Plessis-Belleville ou à Saint-Soupley. Est-ce que c'est un point primordial, ça, pour vous? C'est un point essentiel, c'est un point fondamental, c'est un point de lieu de vie. Le commerce, avoir bon commerce, c'est une question de relations sociales avant tout. Oui, parce que actuellement, on a l'impression que Saint-Pathu, c'est les doigts dans le nez. Il y avait, il y a le Carrefour Contact.
Oui, qui a disparu. Qui a disparu. Voilà. Il y a plus il y a des cellules qui sont restées dans une commerciales qui sont tombées en délabrement. Il y a un centre commercial sur la commune. Et lorsque je discute avec les anciens, historiquement, tout le monde me rappelle la station-service, tout le monde me rappelle il y avait un supermarché qui est à la place des Sources. On a un flux de circulation important qui passe autour de cette place des Sources. Oui, parce qu'il y a les gens, pas seulement les Pathusiens, mais les gens qui vont travailler, qui passent dans les autres, qui vont dans les autres villages. Il y a des gens qui vont aux activités sportives, sur les infrastructures. Donc il y a du flux. Il y a une surface de stationnement. Il y a plusieurs commerces et il y a des bons commerçants. Surtout des gens qui s'intéressent à leur commune, qui connaissent leurs clients, qui essaient de faire et qui développent de bons produits, qui ont cette attention-là de l'artisan ou du commerçant. Et donc il y a une dynamique qui est là, qui se fait. Et il faut la développer, il faut l'accompagner et il faut la faire éclore avec d'autres activités. Dans les schémas qui correspondent sur ces, il y a un schéma qui s'appelle le SCOT. Alors, dans ces schémas-là, sont identifiés pour faire des développements de commerce de centre-ville, sont identifiés 3 éléments importants. Moi, j'en ajoute un 4e. Premier point, c'est de mettre des centres administratifs. Un centre administratif, c'est un lieu où on se déplace et on y vient pour des questions administratives. Il faut un centre médical. On en a un qui est déjà sur place, qu'il faut permettre de se développer. Et ça, c'est un autre sujet. Il faut des commerces. Des commerces de bouche, principalement. Des commerces de bouche. Il faut voir aussi, alors il y a plein de questions sur ce sujet. Et il faut du stationnement. Et donc là, on a une zone de stationnement, on a des commerces existants et on a un centre médical existant. Donc charge à nous, sur cette partie-là, de pouvoir aménager et investir dans le développement économique sur un centre administratif qui serait peut-être une recentralisation. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un centre administratif ? Qui peut être peut-être aussi, parce que c'est un sujet important qui est la question sur la poste aussi, par exemple. Le service public. Dans le service public, oui, bien sûr. Quand je parle de centre administratif, je parle bien entendu de service public. Donc ça peut être tout ce qui est lié à avoir de l'information, du conseil sur l'urbanisme, par exemple, qui sont souvent des sujets sur la C'est-à-dire que les gens veulent construire ou envisagent... Qu'il puisse y avoir éventuellement un guichet unique, pourquoi pas, qui fera office à la fois de toutes les démarches administratives pour avoir des pièces d'identité, etc. Et puis en même temps de trouver, parce que ça se faisait sur d'autres communes, ça se faisait sur la commune sur laquelle j'étais élu un temps, des guichets uniques, on peut faire participer un juriste qui fait une consultation une fois de temps en temps, le samedi en fonction de la demande, ça peut être un notaire, ça peut être un écrivain public. Voilà, il y a tout un ensemble comme ça de choses à faire qui peuvent être de l'aide, du service rendu à la population. Et puis, donc, on a le centre médical qu'il faut développer, et là c'est la difficulté, c'est comment on fait venir des médecins sur la commune. Donc il y a différentes perspectives. Une des perspectives que l'on peut mettre en place, et là j'ai des discussions sur le terrain avec des jeunes, et notamment qui font leurs études en médecine, donc parfois les études en médecine peuvent être coûteuses, ou des fois qui ne peuvent pas forcément se payer un logement en proximité de leur université. Donc à ce moment-là, si la commune aide, ils peuvent devoir un certain nombre d'années en retour à la commune d'exercice sur la commune. Ouais, c'est-à-dire que vous prendriez des jeunes médecins qu'on accompagnerait dans leurs études. Ah, d'accord, que vous aideriez financièrement en contrepartie. En contrepartie de leur installation dans la commune. Oui. On imagine qu'il y aurait un temps pour ça. Il y aura un temps qu'il faut mesurer plus précisément que de donner des chiffres comme ça. En tout cas, c'est l'idée là. Et ça existe, ce sont des choses qui se font. Et donc, en proportion, il y a un engagement à 5-7 ans d'exercice sur la commune. Après, fort à parier que si
un médecin est installé sur une commune suffisamment attrayante, toute la mécanique est liée. Hein. La commune devient attrayante, il y a une dynamique, il y a une population qui a un peu plus de revenus, il y a une dynamique. Ça attire aussi les médecins. Une dynamique du monde associatif. Les médecins restent, et puis restent surtout, parce qu'ils ont une clientèle. Ça, de la clientèle, ici, il y en a, vu qu'on est en désert médical. Et en fonction des services ou des spécialités des médecins, il y a aussi une clientèle qui peut parfois payer plus facilement, s'il y a des dépassements d'honoraires, etc. Donc ça participe à cette dynamique. Donc il y a tout ça à mettre en mouvement. Il y a une démission de l'État, une démission sur un ensemble de valeurs, de valeurs même humaines, d'éducation, de savoir-vivre, de savoir-faire et de savoir-être. Tous les maires se plaignent de ça. Et donc c'est la démission de l'État. La démission de l'État, mais aussi d'un ensemble de choses. Donc aujourd'hui, il y a différentes thèses qui fait que seules les localités peuvent se réapproprier ces savoirs et ces pouvoirs et les reprendre en main. Et si une multiplicité de localités commence à se mettre en mouvement, à un moment donné, s'il y a une masse critique, ça va commencer à faire bouger les choses. Mais en haut de l'État, ça ne bougera pas. Il y a aussi des instances qui accompagnent bien, c'est les communautés de communes. Là, en l'occurrence, la CCPMF. La communauté de communes, effectivement, très justement, avec un président qui, je trouve, qui est quand même sur des enjeux importants, qui peuvent, alors il y a l'enjeu important qui peut fâcher, qui est utilisé par certains élus de façon honteuse, je dirais, qui est le sujet du traitement des déchets. Ce sont des enjeux importants. C'est quoi votre opinion là-dessus? Mon opinion, c'est que moi, ma facture a été divisée par 2. Premier point, économique. Deuxième point, c'est par la Réomi. Par la Réomi. Ouais. Je joue le jeu. Derrière, il y a une obligation écologique. Alors aujourd'hui, on entend de plus en plus sur le terrain dire des gens, oui, vous nous embêtez avec l'écologie, parce que notre quotidien, parfois, c'est manger, c'est payer le loyer. Et donc, effectivement, mais c'est quelle planète, quel exemple on montre aussi aux générations qui suivent. Et donc, et puis c'est pas soutenable. À long terme, c'est pas soutenable. Donc c'est écologique, et c'est une question de responsabilité de notre environnement. Sans ces mesures, si elles n'avaient pas été prises, la négociation des contrats pour l'enfouissement et l'incinération des déchets arrivait à sa fin. Et une augmentation de 108 et de 140%. C'est-à-dire sur la facture aujourd'hui que les gens payaient sur leur taxe d'habitation, qui était déjà très conséquente, moi personnellement c'était 600 €, que je payais sur ma taxe d'habitation, ça aurait été une inflation sur ces parties-là de 140 et 108%. Donc on aurait eu une explosion et ce n'était que le début. Donc ça a été protecteur, c'est à la fois écologique, économique, protecteur. Mais ça oblige à se responsabiliser. Ça effectivement oblige de prendre ces déchets et de les mettre au composteur. Parfois c'est pénible, surtout quand il pleut ou qu'il y a du vent comme aujourd'hui. Ça oblige à prendre, à emmener ses verres et ainsi de suite, à se discipliner, à tout mettre dans la poubelle jaune. Mais la poubelle grise, moi je la sors une fois tous les 3 ou 4 mois. C'est quoi la poubelle grise? Des déchets qui vont pas au composteur. Ça va être des déchets organiques du genre si vous avez des enfants, des couches. Si vous avez des déchets d'animaux comme avec les chats par exemple, la litière et donc voilà, essentiellement c'est à peu près ça. Alors globalement c'est protecteur et c'est une économie. 2 points de fragilité sur ce sujet-là, peut-être un troisième. Le premier, c'est les personnes à mobilité réduite, soit des personnes âgées. Donc effectivement, peut-être aller au composteur, là ça devient très compliqué. Et là, il faut trouver une solution, parce que si elles mettent dans la poubelle grise, effectivement, elles voient leur budget monter. Le deuxième point, les personnes porteuses de handicap, qui elles, pour d'autres raisons, vont avoir des difficultés à se déplacer aussi au composteur. Donc là, il faut trouver une solution. Parce que celles-ci, en revanche, peuvent être un peu plus impactées si elles n'ont pas un système D pour se déplacer. Ce qui pose la question en termes de déplacement, et alors déplacement envers une population, effectivement, de personnes âgées, mais pas que. Hein, ça peut être handicapé ou très malade. Et donc, ce qui pose la question est le sujet des tiers aidants. Il y a eu un salon dernièrement des aidants. Oui, c'est vrai que je dis les tiers aidants parce que j'ai une déformation professionnelle sur le sujet. On accompagne effectivement comment on met en place les moyens d'assistance finalement aux personnes dans leurs besoins. Il y a des associations qui existent, il y a des mouvements qui se créent, qui se font. Il y a beaucoup d'interactions et la base, elle est aussi
dans le pilier, quand on va parler d'éducation, culture, ce que l'on met derrière, c'est aussi le voisinage. Il y a beaucoup d'interactions, je suis pas d'accord. Dites-moi ce que vous allez mettre en place, parce que là, les aidants, ils sont paumés. À Saint-Patu ou ailleurs dans le secteur, je sais pas comment ça se passe ailleurs. Qu'est-ce que vous allez proposer pour ces aidants et puis pour les gens qui sont atteints qui ont des problèmes? Oui. Moi, je suis sur une liste non encartée, à partie. Les gens disent apolitique, ça veut rien dire apolitique. Le fait d'être apolitique, de pas faire de la politique, c'est faire de la politique. Parce que la politique, c'est la société. Ouais, donc c'est idiot. Donc à partie, sans parti politique. Ce qui nous lie, c'est la volonté de faire quelque chose pour notre commune dans un cadre défini. Et là, toutes les diversités sont les bienvenues, jusqu'à un certain point d'extrême. C'est quoi? Pas de rassemblement national, pas d'extrême en tout genre. C'est quoi un extrême en tout genre? Des gens qui pourraient être très vindicatifs sous une forme ou une autre. Extrême gauche, extrême droite qu'on appelle, extrême gauche. Vous accepteriez pas l'extrême droite, mais l'extrême gauche? Sous certaines formes, il y a des gens de l'extrême gauche qui sont plutôt bien, qui posent de bonnes questions, qui apportent de bonnes réponses. Sur ce que je vois aujourd'hui sur le Rassemblement national, moi je suis plus sur l'apaisement des populations. Question de personnes, quand il faut aller défendre ses opinions et ses principes et sa politique, on va au combat, hein. Mais on y va de façon convenable, et l'ensemble de l'équipe sur les idées et les projets est une équipe modérée, avec un projet derrière, et qui se bat pour ce projet. Quels sont les enjeux à travers ces mouvements de mise en place? Quels sont les enjeux pour Saint-Patu? Les enjeux pour Saint-Patu, mais qui sont des enjeux nationaux inéluctables. Si on veut que nos enfants puissent grandir dans un environnement viable, il faut voir ce qu'on met derrière. Viable, c'est pas forcément le super consommateur, hein. C'est comment on a un ensemble de biens suffisants pour pouvoir avoir une vie bonne. Qu'est-ce qu'on met derrière une vie bonne? La vie bonne, c'est le lien qu'on a aussi ensemble avec les habitants, et de vivre aussi en paix, dans une sérénité, une sécurité. Si on veut que nos enfants grandissent dans cet environnement-là, c'est l'objet de cette politique, qui passe par un ensemble de plans matériels dont j'ai énoncé tout à l'heure, la qualité de l'urbanisme, le monde associatif, etc. Pourquoi? Parce que dans un monde régressif, sur le plan social et culturel et économique, il y a des replis. Ces replis se font des replis communautaires sous des formes ou d'autres, que ce soit des niveaux sociaux, que ce soit des couleurs de peau, que ce soit des religions, que ce soit n'importe quel domaine de plus petits dénominateurs communs. Les gens se replient parce que l'État n'incarne plus des valeurs auxquelles les gens ont envie d'adhérer, se retrouvent ensemble autour de ces valeurs. Et donc la localité doit recréer ça. Peut-être au travers d'une équipe municipale qui va incarner quelque chose, des valeurs. Et là, on a un devoir de valeur, on a un devoir de rigueur. On peut pas tenir des discours. Encore une fois, il y a la loi et puis la vie. Je fais ce que je veux. Vous voyez, donc on doit être dans cette rigueur pour redonner confiance aux gens, aux institutions. Et ça, c'est un devoir. On n'est pas parfait. C'est aussi une rigueur pour soi, une discipline. Et de ce fait, en créant ce lien, à partir du moment où je reconnais comme l'autre faisant partie de moi-même, à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a des régressions économiques et sociologiques, il y a ce qu'on appelle en général des mécaniques qui se mettent en mouvement et qui sont de la recherche du bouc émissaire. Et il est rapidement trouvé, cette recherche du bouc émissaire, pour répondre et pour trouver un responsable de ses propres maux, sous prétexte qu'il a effectivement un niveau social différent, une culture différente, une religion différente, etc. Si on veut éviter ça, il faut créer du lien entre les personnes. Et c'est toutes ces interactions qui vont créer ce lien. Et à partir du moment où on commence à créer ce lien, on a une société qui devient viable et qui devient stable à l'échelle, dans un premier temps, d'une commune. Et si déjà on arrivait à faire ça, ce qui est notre responsabilité à notre niveau, c'est-à-dire dans le premier cercle sur lequel on peut agir, ce serait déjà énorme. Et ça, c'est l'enjeu principal de l'engagement politique. Donc actuellement, c'est pas comme ça. Et actuellement, c'est pas comme ça. Alors, quels sont les boucs émissaires actuellement ? Alors là, on va rentrer dans la politique nationale.
Non, sur Saint-Patu. Sur Saint-Patu, quels sont le type de personnes? Ce serait la personne qui est assimilée plus ou moins issue de l'immigration. Ce serait la personne qui est plus ou moins assimilée des logements sociaux. Ce serait la personne qui est plus ou moins assimilée peut-être un peu conservateur, un peu de jouer un peu des muscles avec ses voisins, etc. Ce sont tous ces comportements-là, et il faudrait faire l'analyse. Là, on n'a pas le temps, qui amène à ce type de comportement et qui crée des fossés entre les gens. Et ça, faut le casser. Et il faut le casser aussi par une exemplarité. Il n'est pas normal, par exemple, je suis pas fâché, que vous ayez des personnes qui fassent des constructions qui ne déclarent rien et qui sont pas contrôlées ni touchées, et dont parfois il y a une autre question derrière, et parfois les maires ne prennent pas de sanctions, d'arrêtés ou d'interdictions parce qu'ils pensent à leurs élections, par exemple. Et puis la personne qui va faire parce que ces documents dans les règles se retrouvent avec tout un ensemble de questions de blocage au sein de l'urbanisme sans discussion possible, alors que son voisin a fait exactement la même chose, mais pas vu, pas pris. Tout ça crée de l'injustice, et ça crée des tensions, et ça, il faut une rigueur. À partir du moment où on a décentralisé, qu'on a donné le pouvoir au maire, et ça c'est important qu'il le garde sur le PLU et l'urbanisme de sa ville, ça c'est important qu'il ait le pouvoir. Mais seulement il doit être juge et arbitre. Le jour où il y a un problème, il doit aussi se positionner en tant que juge. Et on peut comprendre, et là je jette une demi-pierre sur le sujet, sur les personnes qu'à un moment donné ils se disent mince, là j'ai tout ça à reprendre, je me mets toute la population à dos et je ne le fais pas. Et donc ça, cette responsabilité, elle doit être transférée à une autre institution qui est pas à la mairie, et elle doit être déchargée de la responsabilité du maire pour ne pas qu'il soit en porte-à-faux avec sa population, et que s'il y a des irrégularités de fait, et ben que ce soit une instance qui peut être au département ou à la région qui vient sanctionner ou qui vient dire là vous pouviez pas faire cette construction-là, vous êtes obligé de vous remettre dans les règles, et ainsi de suite, et donc de déplacer la question au sujet. Mais c'est pas déjà ce qui se passe, puisqu'il y a des vérifications par la Cour des comptes, par la Chambre des finances. Là je parle pas forcément dans le cadre d'une construction avec des promoteurs. Je parle avec le voisin qui a fait un mur. Il y a une question sur les murs pour se protéger. Ouais. Il y a quelques chansons là-dessus où on doit faire tomber les murs, mais là on est en train d'en construire, et ça pose question. À quoi ça amène de construire des murs? On a beaucoup de gens qui, pour se protéger, construisent des murs. Concrètement, qui construisent des murs sur leur propriété. Physiquement, pour plus voir les voisins. Ouais, pour plus voir les voisins, pour se protéger de pseudo-voleurs. Pourquoi les pseudo-voleurs? Parce que il y a quand même des cambriolages. Oui, il y a des cambriolages, bien entendu. On ne peut pas le nier. Mais si je dois cambrioler, je me poserai la question de un jardin ouvert, tout le monde me voit. Une fois que j'ai sauté par-dessus le mur, plus personne ne me voit. Ah oui, c'est une facilité pour se cacher aussi. Voilà, il y a des questions. Et si on reprend notre charte d'Verstollen, le droit à l'horizon. C'est-à-dire quand on se promène dans une rue et qu'on n'a que des alignements de murs, c'est extrêmement laid, et on ne se promène plus dans sa commune. Donc faire comme à l'américaine avec des jardins ouverts par exemple. Je suis allé, alors je ne vais pas parler de l'exemple du Danemark, je suis allé, je pourrais en parler, mais je suis allé en Alsace le week-end dernier, on s'est promené dans une ville, des beaux jardins, des belles maisons, bien entretenues, pas de murs. Des petits murets un peu comme chez moi qui font 30 cm de haut, et puis tout le reste est ajouré, et quand on se promène c'est quand même plus agréable, on regarde les fleurs, les plantes, etc. On discute même avec les gens, on discute avec des gens, mais là on crée du lien, finalement on crée un lieu de vie. Les murs ne créent pas de lieu de vie. Et il n'y a pas de perception, ça pas lié au sens. Il y a une question de l'esthétique et du beau, et si on peut regarder un beau jardin, partager des choses, c'est toujours plus plaisant de se promener. Sinon on se promène plus dans la ville. Et elle fait plus de lieu de vie, les gens ne se rencontrent plus, ils deviennent adversaires le moment venu. Il y a tout ça qui a questionné dans notre société. Vous êtes plutôt fête des voisins que dispositif de sécurité. Il y a une nécessité de répondre à un besoin immédiat d'une population sur la sécurité.
Alors là, c'est le volet sécurité, c'est autre chose. Qu'est-ce que la sécurité À Saint-Patu. À Saint-Patu. Très peu de cambriolage. C'est ce qui est rare. Ce qui est rare, mais il y en a très peu. Il y a des caméras? Très peu de cambriolage. Il y a des caméras qui viennent d'être installées, mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il y a un taux en augmentation de petits délits qui est de l'ordre de 40% quand même. Mais on part de petits chiffres aussi. Et auparavant, les caméras, il n'y en avait pas tant que ça, et pourtant, il y avait très très peu de cambriolage. Donc, la première élément de sécurité, c'est nos voisins. Là, je suis parti normalement le week-end dernier. Je reviens chez mon voisin qui me dit tiens, il y a de la lumière chez vous parce que là, il n'y avait pas de voiture dans notre jardin. C'était rentré au garage. Il s'est inquiété. Il dit tiens, il y a de la lumière. Vous êtes rentré? Et donc, je l'ai rappelé tout de suite parce que peu importe sur le répondeur, je lui dis oui, le voisin qui fait attention, qui prête attention, c'est parfois suffisant. On voit quelqu'un qui tourne, on voit quelqu'un qui se promène, on voit quelqu'un dans le jardin de son voisin d'inconnu, on alerte tout de suite. Tout le monde n'est pas un super-héros, il faut surtout pas le faire, d'interpeller les gens, mais au moins on appelle le voisin pour savoir si c'est lui ou s'il se passe quelque chose. Et la gendarmerie aussi. Oui, et ça veut dire déjà il y a une bonne relation entre voisins, qu'on a les numéros, etc. et chacun chez soi. Et puis et après tout de suite derrière les secours. Et ne pas se dire que c'est forcément le référent de voisins vigilants d'un dispositif qui peut être mis en place, ce qui est bien aussi. C'est bien parce que mais on peut prendre aussi ses responsabilités. Bien entendu, c'est une représentation symbolique, un petit peu le voisin vigilant, ça donne un cap, ça donne un élément de confiance et puis une alerte aussi pour les gens qui voudraient commettre des méfaits. Et au travers d'une politique locale, au travers du monde associatif, au travers de la culture, et on faudrait voir ce qu'on y met derrière, mais c'est de se réapproprier tous ces enjeux-là, c'est-à-dire de se réapproprier des savoirs, c'est d'avoir des outils à disposition aussi pour réfléchir à ça, pour se mettre en mouvement, pour se mettre en action et d'être dans son bien vivre. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, à un moment donné, quand je me rends pas compte, mais que j'ai en permanence une chose et son contraire dans la société actuelle. Une demande et une injonction à être parfait, une demande et une exemplarité qui n'est pas en haut lieu, et ainsi de suite. Tout ça, comment, sur les psychiques, ça agit, et les gens perdent leur repère et donc perdent pied à un moment donné. Et cette perte de repère et cette emprise que ça rend les capacités de vivre ensemble, d'être bien ensemble pour soi d'ailleurs, et d'être bien avec les autres. Ce n'est pas quand je développe ces sujets que j'ai pas fait là, parce qu'il faudrait 1 heure pour chaque sujet, une vision de philosophe ou de psy, parfois c'est des choses qui me sont objectées. Aujourd'hui, on observe en imagerie IRM les flux sanguins et les systèmes nerveux, comment ils se développent. Et en fonction de personnes soumises à de la violence en permanence et de ceux qui ne le sont pas, l'organisation neuronale et les flux sanguins ne sont pas les mêmes au niveau du cerveau et n'interagissent pas sur les mêmes éléments du cerveau, c'est-à-dire qu'elles ne câblent pas les gens de la même façon. Et donc ça va modifier aussi son comportement. C'est-à-dire que ça va augmenter une capacité de passage à l'acte, à de la violence pour pas grand-chose, mais ça augmente aussi la capacité parfois à accepter une violence qu'on n'aurait pas accepté auparavant, ou que des populations n'auraient pas accepté. Vous avez encore différentes thèses qui disent que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, et ça serait passé dans les années 70, les pouvoirs n'auraient pas tenu. C'est pas possible, ça serait même pas arrivé d'ailleurs. Donc voilà, alors les Gilets jaunes, et après je parle pas des mouvements avec le Covid, comment un président peut en faire encenser, applaudir des infirmières et 6 mois après leur faire tirer dessus parce qu'elles ne veulent pas se vacciner et les jeter à la rue. Donc tout ça, ce sont des questions. Et comment des gens revotent pour ce genre de personnage et comment une société va mal. Oui, c'est la grande interrogation, ça. C'est bien le symptôme d'une société qui va mal et de gens qui vont mal dans cette société. Et il ne faut pas s'en exclure parce qu'on en fait aussi partie. Et donc, c'est se poser la question en tout cas à soi-même d'abord et à la société. Et donc, et pourquoi on accepte ça, pourquoi on en est. Et nous, dans notre groupe, on dit non, on n'accepte pas ça et on va essayer à notre niveau de modifier les choses par la politique locale. Et donc, dans votre groupe, tous les gens qui m'entourent et qui seront présents sur la liste de la nouvelle vision pour Saint-Patu. La nouvelle vision pour Saint-Patu. Et donc voilà. Et toutes ces personnes-là sont convaincues de ces enjeux, de ces sujets. On travaille pour cela. Au travers de mise en place de choses fondamentales,
qui est la qualité de l'urbanisme, la qualité de la voirie, qui est la sécurité, qui est la qualité des écoles, du monde de l'enfance, de la petite enfance, la jeunesse. Il faut aller parler avec les jeunes dans la rue. Moi, je vais questionner les jeunes dans la rue, encore un exemple personnel, mais et je vais les voir, notamment là, derrière le terrain de tennis, où il y a un espace où ils se retrouvent souvent. Je vais les voir, je vais leur dire comment ça va, vous êtes bien dans le coin? Ils me disent oui ou non. Voilà. Et je dis, c'est bien dans la poussière, enfin c'est pas super comme espace. Ils me disent non, mais ça va monsieur, mais pourquoi vous nous posez ces questions? Alors, je leur dis, voilà, je vais me présenter aux élections, donc je viens vers vous et je voudrais savoir quels sont vos besoins sur la commune. Il me dit, mais monsieur, on vote pas. Ils ont 13, 16 ans, 17 ans. Je dis, vous votez pas pour le moment, mais il faudra voter, hein, dès que vous avez 18 ans, inscrivez-vous sur la liste et allez voter. Mais, parce que faut prendre votre destin en main. Mais en même temps, je dis, notre responsabilité en tant qu'élu, c'est pas que vous votiez ou pas. C'est votre avenir. Et si on prend pas soin de vous, vous prendrez pas de soin de nous plus tard. Donc c'est une interaction à mettre en mouvement et c'est notre responsabilité. Donc je viens vous voir parce que moi dans mon bureau, je peux en regardant le plafond réfléchir à plein de choses et imaginer plein de choses. Seulement j'ai plus 15 ans. Je viens vers vous pour voir quels sont vos besoins. Et donc on commence à parler de choses diverses et variées, on parle de musique, moi je fais de la musique, donc j'ai un studio d'enregistrement, on pourrait faire un studio, on peut faire plein de choses en fait avec peu de moyens. Et tout de suite ça leur parle, je dis, et on fera du rock, moi je fais du rock, ils me disent non monsieur c'est pour les vieux, donc on va plutôt s'orienter sur un autre type de musique, mais c'est un peu caricatural, c'est plus des taquineries après qui se font avec les jeunes sur place, et c'est plutôt bien, et je vois il faut aller les chercher finalement, il n'y a pas grand chose pour quand on va les chercher, la plupart s'ouvrent. Ils s'ouvrent, ils sont prêts à faire des choses, et puis au début où ils n'avaient pas d'idée, au final ils en ont plein. C'est pas parce qu'ils font un peu de bruit ou qu'ils parlent un peu fort que c'est forcément des délinquants. Et donc il y a cette interaction, et donc de ce fait, on est encore en train de réfléchir sur les tranches d'âge et sur un ou deux. Je pense qu'il y aura 2 conseils municipaux des jeunes. Enfants et jeunes. Ouais, certainement une tranche autour de 10-13 ans ou 8-12 ans, quelque chose comme ça. Puis après 14-17 ou des choses comme ça, on est en train de bien réfléchir sur la maturité des enfants aujourd'hui, leurs besoins, de pas aller trop vite, de pas les emmener trop tôt, des questions parfois d'adultes, hein, c'est aussi une question sociologique, mais et de leur donner un budget, un vrai budget. Il faut leur donner les moyens d'intégrer parce que je leur explique, engagez-vous, peu importe. Dans quel mouvement politique. Comment on transforme le monde économique et social avec l'automatisation des systèmes. Ça, c'est un rapport avec la commune? C'est un rapport avec la commune. Comment? Quand le jour où on n'a plus d'emploi. Oui, mais parce que tout est automatisé. Oui, mais le jour où c'est. Je parle des enjeux populistes. On vient agiter pour se faire élire, que ça soit localement ou que ça soit au niveau national, l'objet de la sécurité ou de l'insécurité. Parce qu'on sait que c'est ce qui touche les personnes en premier dans leurs besoins primaires. Et on vient agiter des faux faits, parce que quand on regarde les chiffres, c'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 points de mouvement, mais que la commune, en proportion à une commune où il n'y a pas énormément de délinquance, voilà, reste une commune assez paisible. En revanche, il y a beaucoup d'agitation sur ces sujets-là. Et donc on vient stigmatiser aussi des catégories d'individus ou de personnes. Et donc on vient augmenter les rapports de force entre les populations. Et notamment certains rapports de force pour se faire élire. Et ça, je trouve ça très dangereux. Mais vous parlez de qui là? En général, le monde politique en général joue là-dessus. Qu'il soit de droite ou de gauche. Il y a des gens, et dans ces mondes-là, il y a des gens plus ou moins qui s'en écartent et qui essaient de proposer autre chose. Mais on vient agiter tout ça, toute la peine et l'horreur du monde pour qu'on rapporte sur des localités à des fins, parce qu'on sait que c'est porteur, parce qu'on sait que finalement dès qu'on va partir de sécurité, parce qu'on voit 2-3 jeunes dans un coin, certains qui font un peu de bruit ou qui ont cassé des bouteilles d'un endroit ou un autre, qu'il faut pas laisser faire pour autant, hein, c'est pas du tout le sujet de la question, hein. Il faut sanctionner, mais en revanche pas en faire monter en épingle, en faire une affaire d'État et passer à côté des enjeux importants. Et donc, voilà. Et donc, l'automatisation des systèmes, les déplacements de masse des populations en termes de social et écologique, tout ça sont des sujets qui sont absolument pas abordés et qui sont les enjeux majeurs d'une société en général et comment nous on les retrouve sur le terrain. Oui. Comment vous les retrouvez sur le terrain?
Eh bien, on voit avec mais encore une fois, on va dépasser encore la question. Sur le terrain, pour moi, c'est la valorisation de la commune pour faire une dynamique positive et effectivement attirer au maximum une population qui ont un certain niveau de vie pour pouvoir intégrer tout un ensemble, un nouvel habitant sur une commune. On a du mal à savoir combien coûte un nouvel habitant sur cette commune. Il y a des communes où un nouvel habitant c'est 500 ou 900 euros. Donc si on fait que des nouveaux habitants de logements sociaux qui n'ont pas payé d'impôts, à un moment donné on ruine l'assiette fiscale d'une commune. Et si on ruine l'assiette fiscale d'une commune, on fait descendre le foncier. Si on fait descendre le foncier, on fait partir une population et on entre dans quelque chose qui devient très critique. Donc il faut inverser ces mécaniques-là. On n'est pas dans cette mécanique-là, mais il ne faut pas que ça le devienne sur la commune. Donc il faut créer une commune suffisamment dynamique pour que les gens qui viennent s'installer soient dans une dynamique économique pour pouvoir aider le reste. Sinon on n'y arrivera pas. Si j'ai bien compris, pour résumer votre orientation de pensée, c'est la commune, c'est la base de tout pour l'équilibre de la commune elle-même et ensuite plus haut du pays et voire du monde. Hein? Voilà. Oui. Après ça va très loin. Dans ce schéma-là, le maire c'est celui qui est au plus proche de la population. Je me promène dans les rues, je rencontre les gens, je discute avec beaucoup de personnes, c'est le plus proche. Et ce sera mon engagement, mais les engagements n'engagent que ceux qui y croient. Et on verra bien dans l'expérience, on verra bien dans 6 mois. Mon engagement, c'est de continuer à être sur le terrain. Je l'ai dit à mon équipe, eux, ils ont des dossiers sur lesquels ils doivent travailler en partenariat et dans ce qui est de leur charge et de leur responsabilité. La technicité, c'est l'administration qui le met en place. Et donc, à qu'un moment, un élu, un adjoint ou un délégué adjoint n'est un supérieur de l'administration. Il faut 2 choses pour que ça marche. Il faut que ce soit clair dès le départ et que les gens soient formés. Et c'est ce que l'on fait. Pour moi, c'est clair dès le départ, il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Je rappelle que le devoir d'un élu, c'est d'avoir une vision, un projet. Il étudie son sujet, il doit savoir de quoi il parle, à la fois au niveau... pour ça qu'on a plein de spécialistes de sujets. Ils doivent savoir de quoi ils parlent, à la fois au niveau autant national que local, régional, départemental, et comment ça se passe sur la commune pour savoir vraiment... Et quelles sont les interactions, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place, comment on trouve les financements, ou pas, comment on va le financer, et puis quels sont les outils techniques à mettre en place, juridiques, pour savoir aussi comment l'administration travaille. Mais sur la technicité, c'est l'administration de le faire. Et un élu, à aucun moment, un supérieur, qu'il soit adjoint ou délégué adjoint ou conseiller municipal, il n'est jamais un supérieur hiérarchique de l'administration. Il doit rester à sa place pour que les choses fonctionnent. Mais pour que ça se fasse, il faut que le maire, lui, soit en place et très clair, de part et d'autre, et avec l'administration, et avec les élus, et qu'il y a un poste clé à ce sujet qui est défaillant sur cette commune, qui est le poste du DGS. Et le poste du DGS, il doit être dans une rigueur administrative, dans une rigueur, et sur des communes comme ça, il doit faire presque office de RH quelque part, de super DRH, et d'avoir une politique. Il doit y avoir une politique d'évolution du personnel au sein de la commune. Il y en a pas. Quand j'ai interrogé le maire sur la politique RSE, il y en a pas. Silence complet. Les gens visiblement sur le CE de la commune, je suis même pas sûr qu'ils le fassent sur leur temps de travail. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. C'est-à-dire, le B.A.B.A. n'est même pas en place. Donc il faut former, rassurer l'administration, lui donner les moyens de travailler, lui donner les moyens de formation. On a quand même un centre de formation des fonctionnaires qui est extrêmement bien fait avec des gens compétents et ça coûte pas cher en proportion du monde de la formation. Eh bien, il va falloir les envoyer, il va falloir avec leur acceptation, les amener mais en tout cas leur donner les moyens de bien faire leur travail. Et à partir de ce moment-là, alors ça va prendre un peu de temps, c'est pas en arrivant comme ça du jour au lendemain que ça va se faire. Côté lui, ils sont formés ici, ce sera dès le lendemain. Côté d'administration, on va rencontrer les gens, je ne connais pas tout le monde, et je vois des gens qui n'attendent que ça. Qui n'attendent que ça, qu'on les laisse travailler, en fait. Dans l'administratif de la mairie à Saint-Patus. De la mairie à Saint-Patus, oui. Ouais. Qu'on leur donne les moyens de travailler, qu'on les laisse travailler, ils ont leur savoir. Il faut leur faire confiance, il faut s'appuyer, et il faut travailler ensemble. C'est vraiment une interaction. Mais chacun doit être à sa place, et ça c'est important. Et moi, mon rôle, pour y revenir, finalement, c'est de rester au contact de la population. Ça veut dire aussi parfois prendre des coups, en tout cas verbalement, pas physiquement. Et parfois des situations qui sont très délicates, comme avec les gens du voyage, qui s'installent sur
terrain de sport. Oui. Comment est-ce que vous pensez régler un problème comme ça si ça survient? Et en général, ça survient régulièrement, voire plusieurs fois par an. L'État ne respecte pas ses engagements, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des aires d'aménagement, des aires de réception des gens du voyage. Et très souvent, ils sont faits pour dire on l'a fait, mais très souvent, ils sont pas mis en termes de moyens suffisants, en termes de volume, etc. J'ai connu des gens du voyage qui allaient sur des terrains et qui n'ont pas tout cassé, qui ont payé leur électricité et leur accès à l'eau. Parce que les équipements étaient à la hauteur, c'était côté de la région de Lyon. Oui, mais quand on s'installe avec une centaine de caravanes sur un terrain de foot, il y a des ornières, il faut réparer la pelouse, on peut plus jouer après, et ça empêche les associations aussi. C'est parce que déjà à l'origine, il n'y a pas de lieu. Donc voilà, on fait des espaces et des lieux. Il n'y a pas de lieu où ils veulent pas aller dans ces lieux-là parce qu'il y a parfois des familles qui s'entendent pas. Il peut y avoir des familles, et je connais des sujets. En fait, c'est un sujet que je connais. Si un jour, il y a des caravanes qui arrivent, c'est quoi la solution? Et dissuader de l'arrivée. Vous avez deux maisons, une maison qui est super équipée, protégée, et l'autre, les volets sont ouverts et les fenêtres sont ouvertes. Vous irez plus facilement dans la maison où c'est ouvert. Donc voilà, c'est que notre territoire soit beaucoup moins facile. Donc qu'est-ce que vous envisagez pour les gens du voyage? Une aire d'accueil, mais bon, ça, elle s'en fait une discussion au niveau de la région, du département, pour faire des aires d'accueil qui soient suffisants et suffisants pour pouvoir envoyer les gens du voyage sur ce genre de. Et donc s'ils arrivent, vous vous trouvez de face, parce que le premier magistrat de la commune, vous vous trouvez face aux caravanes, aux chefs de clan, aux chefs de famille. Quelle est votre réaction? Comment vous faites? Y a pas, vous pouvez pas vous installer sur la commune, il n'y a pas de territoire, c'est pas possible. Légalement, c'est. Non, mais moi je suis pas gens du voyage. Vous allez les voir? Oui. C'est ça? Bonjour monsieur, dame. Oui. Je suis le maire, vous pouvez pas vous mettre là. Exactement. Et ils vont vous dire, m'en fous. Oui. Après vous partez, ils s'installent. Non, parce qu'auparavant on a vous aurez mis des grosses pierres. Préparer le terrain, ça peut être des grosses pierres, ça peut être des engins qui bloquent l'accès, ça peut être effectivement d'avoir repensé, par exemple, typiquement, il y a une question, mais je ne vais pas donner toutes les astuces, mais c'est pas les plots en béton qui sont mis qui peuvent les empêcher d'avoir accès. Non, parce qu'ils les bougent. Ils arrivent avec leur pelleteuse et ils dégagent le truc. Si vraiment ils veulent le faire, ils peuvent passer en force. Aujourd'hui, le laxisme, pour différentes raisons politiques, fait que en tant qu'élu, vous aurez toujours tort et eux, ils auront toujours raison. Donc le rapport de force, vous l'avez perdu d'entrée de jeu. S'ils veulent jouer, ils auront des plus gros bras. Donc, le rapport de force est fait, faut dissuader. Et après c'est dans le dialogue. Il y a un maire qui disait, les gens du voyage qui sont installés sur sa commune, j'ai discuté avec lui, qui est un maire bien, c'est Jean-Louis Durand. Il dit, j'ai pas pu les empêcher, j'étais les voir, je leur dis, vous partez quand? Ils ont dit, on part dans un mois. Il dit, bon, vous partez dans un mois, pas un mois et un jour. Il leur dit, par contre, je ne veux pas entendre de bruit, ni rien, etc. Il dit, les caravanes étaient en bordure des maisons. Jamais les voisins ne se sont plaints. Parce que finalement, ils n'ont pas été embêtés. Donc, à partir du moment où il a su être ferme, mais en même temps instaurer un dialogue, eh bien, les gens sont partis comme il l'avait prévu. Et il n'y a pas eu de détérioration de la commune, il n'y a pas de détérioration de biens, etc. Donc voilà, ça fait aussi partie à un moment donné, si quelqu'un dit genre, comment je peux jouer ce rapport de force, comment je peux au maximum anticiper et éviter l'installation des gens du voyage. Ça va être tout l'enjeu. Là, on a des caméras, certes, mais personne derrière les caméras pour visionner, donc ça sert à rien. Si c'est pour agir a posteriori, c'est pas ça qui va protéger. La police municipale, oui. Donc là, on a un vrai sujet
qui est la création et le développement de la police municipale. On voit à peu près qu'on pourrait avoir 6 policiers municipaux sur la commune. 6 policiers municipaux sur la commune. Ce qui est le minimum pour pouvoir faire week-end et nuit. Alors, encore une fois, ça va dépendre du développement économique. Nous avons effectivement un sujet qui est l'arrivée de PME sur la commune. On a un territoire, une partie de cette compétence est à la communauté. Zach Noëfort. Oui, une partie de cette compétence est à la communauté de communes. Ils travaillent en ce sens et à nous de faire venir. Je pense que l'aménagement du rond-point de la zone Noëfort est un élément important pour la venue éventuellement c'est essentiellement de la logistique et de camions, de déplacements, etc. sur cette zone-là, qui ne passeront pas dans un centre-ville, donc ça protège et ça préserve toujours notre centre-ville. Il y a l'installation possible d'une entreprise assez importante qui va amener des ressources à la commune, et avec ces ressources-là, on peut financer sans se poser de questions. S'il n'y a pas, on peut quand même financer, il faudra faire un transfert de charge de certains éléments. Nous avons par exemple un cinéma qui en termes de coût de masse salariale est extrêmement important par rapport à ce que ça rapporte. Ah bon en tout cas pour l'instant. Non mais le cinéma, ouais, il y a des salariés, il y a beaucoup de salariés. Il y a un régisseur, voire deux régisseurs, qui fait office de régisseur, et puis donc il y a 2 salariés et demi sur le cinéma. Donc ça fait quasiment on est au moins sur deux salaires de policiers municipaux. Donc il y a déjà 2 postes qui étaient policiers municipaux qui existaient, qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés. Donc on est déjà à 5 postes, il faut en créer un 6e, et on doit pouvoir trouver dans le temps le salaire et la formation de ce 6e. Donc actuellement il y a une police municipale ? Actuellement il n'y a qu'un policier municipal. Je suis extrêmement sceptique qu'il puisse d'ailleurs intervenir sur le territoire, parce qu'il est tout seul. C'est une mise en danger presque du policier municipal. Pour résumer, c'est un ensemble de chantiers à mettre en place pour atteindre une augmentation et une qualité de vie. Vous avez quel âge ? 59.